Médias vivants. Chaque mois, un ou une journaliste raconte sur scène une enquête inédite face à vous le temps d'une soirée, pour amener l'info là où elle ne va pas. Les jobbers, ces petites mains des réseaux. Une enquête de Chloé Triomphe et Joachim Barbier, en partenariat avec Society. Cité de la Renaude, dans le 13e arrondissement, dans les quartiers nord de Marseille. Dans cette cité enclavée, coincée entre un cimetière et un bâtiment industriel, les bâtiments n'ont pas été rénovés depuis leur construction à la fin des années 80. Les bâtiments sont d'un blanc-gris défraîchi et entourés d'un vaste terrain vague, où l'herbe a repris ses droits sur le béton. La route d'accès, c'est du bitume mal entretenu avec des nids de poules et du mobilier urbain renversé sur la chaussée. Mais rien n'est dû au hasard, car les poubelles renversées ont été placées en quinconce pour obliger tous les véhicules qui s'approchent à ralentir, et la voiture siglée police ne fait pas exception à la règle. Assis sur un muret au bout de la route, un jeune homme attend, avec une vue stratégique sur la rue, aux avant-postes de la cité. Il ne prend pas la peine de se lever. En revanche, il tourne la tête vers la gauche, en direction du point de deal, et crie très fort, plusieurs fois d'affilée, « Ara, Ara !» C'est le cri des guetteurs. Il a pour but que les vendeurs, qu'on appelle aussi les charbonneurs, courent se cacher pour échapper à la police. Tout le monde connaît les règles du jeu. Il attend maintenant calmement que les fonctionnaires de police sortent du véhicule et s'approchent de lui. Jogging Lacoste, casquette sur la tête, lunettes de soleil, il porte aussi un sale pouce sur le nez. Je me suis accroché avec un black qu'il a mal pris. Ça l'a énervé, je lui ai mis un coup. Les policiers ne prêtent pas tellement attention à ses explications. Ils enchaînent les questions. « Tu viens d'où, toi? T'es arrivé quand ?» Et pendant qu'il l'interroge, il procède à la fouille. En vidant ses poches, il ne trouve pas grand-chose, des effets personnels et puis un masque chirurgical. C'est maintenant la nouvelle tendance, version légale, des cagoules pour dissimuler le visage. En revanche, aucun produit stupéfiant et pas non plus de sacs ni de bananes jetées aux alentours. Les policiers font chou blanc. Le jeune jobber, lui, sait qu'il ne risque pas grand-chose, sauf à se contredire face aux questions des policiers de la BST, des policiers de terrain qui connaissent par cœur le secteur et le point de deal. Il leur explique « Je suis arrivé ce matin par le train et je suis venu ici. » Ah, c'est ton premier jour alors, demandent les policiers. De quoi? Comme guetteur ou comme vendeur? Les policiers se marrent. Leur client vient de se prendre les pieds dans le tapis comme un débutant. T'es vraiment un champion, toi. L'échange se termine par un conseil. Si tu viens de Creil, en région parisienne, tu devrais vite retourner d'où tu viens, lui lancent les fonctionnaires de police avant de repartir en patrouille. Comme ce jeune, de nombreux jobbers sont désormais des étrangers. En fait, par étranger, il faut comprendre tout simplement étranger à Marseille. Le phénomène a pris de l'ampleur ces dernières années et un chiffre l'illustre parfaitement. Entre 2019 et 2020, le nombre de personnes interpellées venues d'autres départements a été multiplié par 10. Ils sont venus d'abord des départements voisins, puis de tout l'axe rhodanien, c'est assez facile de prendre un TGV, et puis finalement de toute la France. Ils peuvent venir de Lille, de région parisienne, de Besançon, de Reims. Il y en a même qui venaient de Bretagne où une filière s'était ironiquement auto-baptisée West Coast. Pour l'embauche, ils utilisent des moyens qui collent à l'époque. Les réseaux recrutent grâce à TikTok, Snapchat ou Telegram. Quasiment chaque réseau a son fil de conversation qui fait aussi office de canal de recrutement. Et les candidats, attirés par l'argent, affluent sur l'un des 120 points de deal que comptait encore l'année dernière la cité phocéenne. En quelques années, Marseille est devenue un bassin d'emploi pour une jeunesse sans diplôme et souvent en rupture de banc. Alors concrètement, chaque gros point de deal possède son propre compte sur lequel il poste des photos, des vidéos. Ce sont des petites annonces pour les produits, bien sûr, mais aussi parfois des annonces, des offres d'emploi. Mais sinon, il existe un canal dédié sur Telegram. Il s'appelle Actu Jobber. Il est entièrement consacré à la mise en relation entre demandeurs et pourvoyeurs d'emploi. Voilà quelques exemples des petites annonces qu'on peut y trouver. Passe en privé si tu es un jeune loup qui a l'écrou et qui a envie de remplir le frigo. Salam, si quelqu'un veut venir jobber à Marseille, temps plein, 11h, 22h, 100 à 120 € pour les guetteurs, 200 € le vendeur. Hôtel pour ceux qui ne savent pas où dormir. Et puis il y a aussi des petits extras pour attirer le chaland, par exemple fumette gratuite ou alors 20 € pour la graille.
En réponse, on tombe sur une flopée de réponses ou de marques d'intérêt pour les annonces. Il y a du taf à Marseille? Je suis déter, moi, je veux bosser. Déter, ça veut dire donc déterminé, un peu comme le jeune Zied. Zied est un grand jeune homme d'origine de la région parisienne. Il est grand, assez malin, il parle avec un débit rapide, des mots choisis. Et un jour, en fait, il a vu une annonce sur Snapchat qui promettait de l'argent facile. Et quand il est entré en contact avec les employeurs, ces derniers ne sont pas montrés particulièrement loquaces. Ils lui ont juste donné un point GPS et lui ont dit « Viens à cette adresse ». Et le point GPS correspondait à l'adresse d'une cité de l'agglomération marseillaise. Le problème, c'est que Zied a besoin d'argent. Une sombre histoire de dette qui plane au-dessus de sa tête. Dans sa cité, dans le 92, en région parisienne, des grands lui avaient confié les clés d'un local dans lequel étaient entreposées des motos. Et puis, il avait fini par perdre ses clés et les motos avaient disparu. Le ou les propriétaires, furieux, lui avaient donc demandé de rembourser l'équivalent à la louche du prix des engins, soit 6 000 €. Alors Zied a pris le train pour Marseille avec un copain, Mohamed. Quand ils sont arrivés gare Saint-Charles, ils ont pris le métro, ils ont pris le bus, ils ont marché un peu. Et ils se sont rendus à l'adresse indiquée par le point GPS. Et sur place, les promesses d'offres d'emploi étaient au rendez-vous. Zied nous a raconté son nouveau quotidien de travailleur pour les réseaux de trafic de stupes, son nouveau quotidien de jobber. On dort dans un B&B hôtel du quartier de la Valentine. Et puis le réseau s'occupe aussi du Hitch. Le Hitch, c'est un peu comme un Uber en moins cher, puisque tous les jours, un chauffeur vient nous chercher en début d'après-midi pour ne pas être en retard sur le point de deal. Zied et son pote Mohamed ont commencé un peu comme tout le monde en bas de l'échelle, c'est-à-dire comme guetteurs, à 100 € la journée. D'après Zied, c'était déjà beaucoup mieux qu'en région parisienne où on commence à 60 €. Et puis rapidement, il s'est rendu compte qu'il y avait quand même moyen d'avoir un petit peu de promotion interne. Ils nous ont filé un sac avec des produits. On est devenus vendeurs, mais très très rapidement. En fait, les employeurs les ont tout simplement testés. C'est une période d'essai, comme dans un boulot normal. Ils nous surveillaient parce qu'ils avaient peur qu'on parte avec les produits. Et puis, comme on était sérieux, ils nous ont donné un plus gros sac. Et aussi, on a été mieux payés. On a commencé à 200 € et on est passé rapidement à 300. Un jour, une patrouille de police les a repérés au pied du point de deal. La suite, ils s'en souviennent parfaitement. On s'est fait contrôler un jour alors qu'on était en train de fumer un joint. Ils nous ont demandé ce qu'on faisait ici. Ils ont été gentils. Ils nous ont dit 2 fois « Tu devrais vite repartir chez toi, t'as de la chance ». Ils avaient compris qu'on était de Paris et pourquoi on était là. Moi, je leur ai promis, bien sûr que je vais rentrer. Évidemment, ni Zied ni Mohamed n'ont repris le train en direction de Paris. Ils ont continué à travailler pour le réseau qui les a rapidement considérés comme des gars dignes de confiance. Donc on leur a donné un plus gros sac avec plus de drogue à vendre, l'équivalent à la louche de 1 000 €. Mais sauf que 1 000 €, c'est du stress qui va avec, du stress savamment orchestré par le réseau. Ils t'envoient des mecs différents tout le temps. C'est pour te mettre la pression. Ça peut être une fille, ça peut même être un petit du quartier. C'est volontaire, c'est pour te déstabiliser. En plus des flics, la BAC, tout est fait pour que tu t'embrouilles dans tes comptes parce qu'à l'arrivée, ils veulent récupérer un billet. Et c'est exactement ce qui est arrivé. En fait, Zied a été accusé par le réseau d'avoir perdu quelques sachets. Ils m'ont dit que j'avais perdu l'équivalent de 1 020 € et qu'il fallait qu'on travaille gratuitement pour rembourser cette dette. Les journées au service du réseau se sont donc enchaînées. Et Zied et Mohamed ont fini par se faire arrêter sur leur lieu de travail, c'est-à-dire au pied du point de deal. 2 jours plus tard, le tribunal correctionnel de Marseille les condamnait à une peine de prison de 10 mois avec sursis probatoire, assortie d'une interdiction de séjour dans les Bouches-du-Rhône pendant 3 ans. Et quelques minutes après le délibéré, les 2 jeunes sont ressortis libres du tribunal par la porte du dépôt. Visiblement, ils étaient plus que soulagés. Après 48 heures passées entre la garde à vue, le dépôt, les bancs du tribunal, ils se sont allumés une cigarette, ont pris la rue Émile Polac et direction le Vieux-Port. On va rentrer, prétend-il en se retournant alors qu'il s'éloigne et nous dit au revoir. La suite, c'est Nacera, la mère de Zied, qui nous l'a raconté 2 jours plus tard. Son fils lui a d'abord demandé de lui payer un billet de train pour rentrer sur Paris, ce qu'elle a fait. Le lendemain, elle est partie gare de Lyon avec sa fille pour accueillir son fils. Il n'était pas dans le premier train. Il dit « je vais attendre le prochain ». Il n'était pas dans le deuxième, pas plus qu'il n'était dans le troisième. Il s'est posé la question, peut-être qu'il avait loupé son train, et puis elle a vérifié, il ne l'avait jamais scanné. Et pour cause, à la sortie du tribunal, à quelques centaines de mètres du Vieux-Port seulement, Zied et Mohamed se sont engouffrés dans une voiture. Ils venaient tout juste d'être récupérés par le réseau. Dans la petite salle du tribunal dédiée aux comparutions immédiates,
Il y a là Jordan, Clément et Tarek. Et eux, ils n'ont pas eu le temps de rentrer chez eux les poches pleines, encore moins de faire carrière dans le trafic des stupes à Marseille. Puisque ce 23 mars, les voilà tous les trois dans le box des prévenus, devant le tribunal correctionnel. Il y a Jordan, dit Gros Yeux, Clément, dit le Lillois, et Tarek. Tous les trois ont été arrêtés 2 jours plus tôt, alors que la police surveillait un point de deal de la cité de la Sauvagère, dans le 9e arrondissement. On n'est pas dans les quartiers nord, mais cette cité a quand même une solide réputation dans le trafic de stupéfiants. La présidente résume le dossier à l'audience. Elle lit notamment les déclarations des policiers qui étaient présents dans la cité ce jour-là. Jordan et ses gros yeux qui crient « Hara » au moment où les policiers s'approchent. Clément et sa sacoche, c'est le vendeur. Dans la sacoche, les policiers ont trouvé des petits tubes cylindriques remplis de cannabis, de cocaïne, et puis aussi des sachets remplis d'herbe. Et enfin, Tarek, que les policiers ont vu faire des allers-retours pour ravitailler Clément et ramener l'argent. Alors, un par un, la présidente du tribunal, Nathalie Marty, interroge les prévenus qui se lèvent pour répondre aux questions quand vient leur tour. Ils ne sont pas très bavards, ils n'emmènent pas large et ils n'ont qu'une envie, sortir de là après des heures de garde à vue et une longue attente au dépôt, sans voir le jour ni même prendre une douche. C'est Jordan, le guetteur, qui commence par répondre. Il explique « J'ai crié Hara parce que tout le monde criait, mais je ne faisais pas le guetteur ». On comprend rapidement que la ligne de défense de Jordan, c'est tout simplement de nier en bloc. C'est ensuite au tour de Clément, le vendeur, de s'exprimer. Lui, il dit « Mais moi, je viens de Wapi, dans le Nord, j'étais chez un copain, je l'attendais en bas, mais je ne faisais pas le charbon ». La présidente plonge le nez dans son dossier. Les enquêteurs n'ont pas grand-chose sur lui. Ils n'ont même pas réussi à joindre la famille. Enfin, c'est au tour de Tarek, le ravitailleur, celui qui ramène de la drogue et récupère l'argent. C'est un beau garçon, de la peau mate, une coupe de cheveux assez travaillée avec une mèche qui lui retombe sur le front et il s'exprime plutôt bien. Alors il tente une explication un peu plus élaborée. Il dit que ses parents ne veulent plus de lui alors qu'il se balade un peu partout en France et que malheureusement il fume beaucoup. Alors quand il a travaillé pour le réseau, il a commencé à faire un trou dans le stock. On lui a dit qu'il fallait continuer à travailler gratuitement. Ces arguments, la présidente les a entendus 200 fois. Mais ce jour-là, c'est peut-être la fois de trop. Ah oui, on vient à Marseille pour faire du tourisme dans les cités, oui, c'est vrai. C'est logique, puis c'est exotique en plus, dit-elle. Les explications des 3 jeunes n'ont pas l'air de convaincre, d'autant que les policiers ont retrouvé 1 520 € dans la sacoche de Tarek, et plus quelques échanges de SMS qui laissent peu de place au doute. Dans un message écrit, par exemple, Tarek dit « Qui charbonne la deuxième mi-temps » La deuxième mi-temps, c'est en fait la deuxième partie de la journée, l'après-midi et la soirée. En réponse, il reçoit quelques mots assez lapidaires. « Trouve-en, hein, c'est toi le gérant, débrouille-toi ». Attentif, le procureur s'apprête à prononcer son réquisitoire. Entre les surveillances policières et les pièces à conviction saisies, l'argent, la drogue, les portables, il sait qu'il a les coups des franches pour demander une condamnation. Qui plus est, il n'est pas du genre à se laisser apitoyer sur le sort de ces 3 jeunes. Pour lui, et c'est important, il s'agit d'un dossier tristement représentatif du trafic de stupes, où l'on voit venir des jeunes de toute la France au détriment des intérêts de santé publique. Il déroule son réquisitoire et requiert jusqu'à 9 mois ferme pour le vendeur Clément et le ravitailleur Tarek, un peu moins pour le guetteur. Dans le box, les 3 jeunes accusent le coup, assis côte à côte devant leur escorte policière. C'est maintenant au tour des avocats de plaider. Ce sont des avocats expérimentés qui prennent ce qu'on appelle des permanences, c'est-à-dire 24 ou 48 heures pendant lesquelles ils peuvent être appelés à tout moment pour venir défendre a priori des clients qu'ils ne connaissent pas. Ce jour-là, ils sont donc ce qu'on appelle commis d'office. Autant dire qu'ils ont découvert et le dossier et leurs clients seulement quelques heures au mieux avant l'audience et ils sont bien obligés de plaider avec le peu d'éléments dont ils disposent. L'avocat Tarek a quand même des arguments qu'il veut mettre en avant pour éviter l'incarcération de son client. Mesdames et messieurs du tribunal, la mère de Tarek l'a envoyé au Maroc chez son père parce qu'elle n'arrivait pas à le canaliser. Il a passé un bac à Casablanca, il a enchaîné avec un BTS commerce en alternance. Je suis vraiment convaincue qu'une incarcération le freinerait dans son élan. Une demi-heure plus tard, tout le monde est de retour dans la salle, chacun à sa place, les 3 prévenus dans le box. La présidente lit sa décision. 9 mois ferme, sans mandat de dépôt à l'audience pour Clément et Tarek, le vendeur et le ravitailleur, et des jours d'amende pour Jordan, le guetteur.
Traduction, sans mandat de dépôt, cela veut dire qu'on ressort libre pour l'instant du tribunal. La peine sera aménagée un peu plus tard par un autre juge, un juge d'application des peines. Autant dire que les 3 jeunes cachent à peine leur soulagement. Et pour nous, pour leur parler directement, le plus simple, c'est d'aller les attendre dehors. Ils vont sortir par la porte du dépôt, de l'autre côté du tribunal. Pas besoin d'attendre longtemps, les portes s'ouvrent et Jordan, Clément et Tarek sortent en même temps, avec leurs effets personnels dans une poche en plastique. Tout avait été placé sous scellé pendant la garde à vue. Putain, mais il y avait plus de clopes dans mon paquet, dit l'un d'entre eux. Ils sont servis ou quoi? Ils pensent aux policiers. Tarek est un peu plus volubile. Oh, le sang en est sorti. Le sang, c'est une expression qui veut dire mon frère. Et d'ailleurs, il prend Clément dans les bras, une brève accolade pour signifier son soulagement. Et puis ensuite, il sort son portable. Il se filme, il fait une petite vidéo, en fait, en live, qu'il poste directement sur Snapchat, avant de se dire « Oh, mais Magadji, elle me manque !» Et dans la seconde d'après, il appelle sa copine. Moi, il me tolère, en fait, à côté d'eux. Je suis allée les saluer, je leur ai dit que j'étais journaliste, que j'avais assisté à l'audience, que j'avais envie de leur parler, de connaître un peu plus leur parcours. Après tout, ils sont tellement contents que pourquoi pas parler à une journaliste. Et Clément fait même un petit peu le mariole devant moi. Il me dit « Vous savez, madame, moi je m'appelle pas du tout Clément. J'ai choisi Clément, le prénom de mon cousin, parce que c'est un prénom bien séfrant. Mais en vrai, je m'appelle pas comme ça. Je suis kabyle et en plus je suis mineur. » Un peu interloqué, j'appellerai son avocate le soir même, qui rappellera son client et me confirmera qu'il lui a dit qu'il s'appelait effectivement Clément. Bon, finalement, je vous avoue que je ne saurais jamais si Clément m'a menti, a menti à son avocate, au tribunal, peut-être bien à tout le monde. En tout cas, il n'avait pas ses papiers d'identité sur lui. Dans leur tête, journalistes, policiers ou juges, c'est peut-être la même chose, la même méfiance. En tout cas, des personnes à qui l'on peut mentir. Ce soir-là, ils repartent tous les 3 ensemble, visiblement bien potes, en tout cas bien plus qu'ils ne prétendaient l'être au tribunal. Quant à l'interdiction de séjour dans les Bouches-du-Rhône pour une durée de 2 ans, qui leur a été faite par le tribunal, ils affirment en me saluant « On prend le train pour Paris et après, on se tire à l'étranger ». Nous avons le plaisir d'accueillir notre premier témoin, qui est assis juste devant, Vincent Clergerie. Vincent Clergerie est magistrat, président de chambre correctionnelle et notamment pendant 2 ans président d'une chambre de comparution immédiate, donc exactement les scènes qu'on vous a décrites. Maintenant, vous présidez une autre chambre, je crois, avec un peu plus le haut du panier, enfin plus le haut du spectre. Le haut du spectre, voilà, exactement. Et puis auparavant, il faut préciser que Vincent Clergerie, c'est assez atypique, a été avocat pendant 18 ans, il a changé de voie. Voilà, mais je crois que vous en êtes très content de ce changement de voie. Est-ce que peut-être, première question, vous pouvez expliquer pour la salle qui ne connaît pas forcément toutes les arcanes judiciaires, en quoi consiste une comparution immédiate? C'est une procédure rapide, c'est ça? Alors, si on devait faire une comparaison avec un service qu'on connaît bien, peut-être plus facilement avec la médecine, c'est le service des urgences, un petit peu. C'est des affaires qui sont censées être simples, en tout cas qui ont une complexité moindre, pour lequel il y a besoin d'une décision rapide. Donc ça entraîne des contraintes pour tout le monde, pour le tribunal qui doit prendre connaissance de la procédure généralement le matin même. Ce sont des personnes qui ont été interpellées 24 ou 48 heures avant, qui ont été placées en garde à vue, et immédiatement à l'issue de leur garde à vue, ils sont déférés devant un tribunal, ils sont jugés immédiatement. Donc tout ça est très rapide. On parle de 72 heures entre le moment de l'interpellation et le moment où la décision est rendue. Justement, les peines, là, on a entendu dans le reportage, on avait vu des peines avec sursis. Alors parfois, les gens ne comprennent pas. Ça veut dire avec sursis, ils vont pas en prison? Alors, il y a bien entendu la personnalisation de la peine. Chacune des personnes qui comparaît devant nous est jugée pour les faits qu'il a commis. S'il est déclaré coupable, en fonction de ses éléments de personnalité, de l'antériorité, est-ce qu'il a déjà été jugé, est-ce qu'il a déjà été condamné, est-ce qu'il est déjà connu de la justice, en fonction des garanties qu'il peut représenter, est-ce qu'il a un emploi, un logement, une famille qui peut l'entourer, la peine n'est pas la même. Et il y a aussi une sorte de gradation qui est pour qu'il y ait une certaine cohérence et une certaine pédagogie dans l'œuvre de justice. Des gens qui travaillent pour le réseau, mais au niveau du bas de l'échelle. Effectivement, pour une première interpellation, on va être plutôt sur une peine avec sursis, qui est une peine d'avertissement, qui veut dire qu'au cours des 5 années qui suivent, la personne ne rentre pas en prison, mais si au cours des 5 années qui suivent, il commet de nouveaux faits, cette peine pourra se rajouter à la nouvelle peine. Après cela, il y a des peines d'emprisonnement ferme,
qui peuvent être aménagés immédiatement sous la forme notamment de ce que les gens appellent le bracelet électronique, c'est la détention à domicile, je préfère ce terme-là parce que c'est vraiment une période de détention et qu'il faut vivre comme tel parce que c'est compliqué à vivre quand même, avec des horaires de sortie, voilà. Et après, effectivement, soit sur des faits plus graves, soit sur des personnalités qui ne présentent aucune garantie de représentation, aucune possibilité, notamment de mise en place de ces dispositifs électroniques, on peut aller sur de l'emprisonnement ferme avec un mandat de dépôt, c'est une possibilité dans le cadre des comparutions immédiates, c'est-à-dire que la personne, à l'issue de l'audience, est incarcérée pour purger la peine qui est prononcée par le tribunal. Pour ce qui nous concerne, notre sujet de ce soir, est-ce que vous, depuis votre position, vous avez vu ce phénomène émerger? Si c'est le cas, quand? Alors, émerger, pas directement, puisque moi je n'étais pas encore en poste à Marseille. En fait, il y a une petite historique qui a été faite sur ce phénomène. 2019, Marseille, on va retrouver les premiers tracts. Donc c'est une recherche de main-d'œuvre locale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour plusieurs raisons, des interpellations nombreuses, des risques importants. Les réseaux marseillais vont se trouver en pénurie de main-d'œuvre. Donc vont chercher de la main-d'œuvre au niveau local sous la forme de tracts, selon les mêmes termes que ce qu'on retrouve aujourd'hui sur les réseaux. Mais très vite, ça n'a pas suffi. C'est un business, on va utiliser, puisqu'on parle de job, on va parler de business à côté. Hein. On est vraiment dans le capitalisme pur et dur. Voilà, je pense que tous les codes sont repris dans le cadre du trafic de stupéfiants. Et comme ce business est affamé de main-d'œuvre, on va l'élargir et les réseaux sociaux vont être à ce moment-là un formidable essor parce que plutôt que de toucher la seule population locale, on va toucher une population nationale, voire francophone, puisqu'il m'est arrivé de juger des jobbers qui venaient d'autres pays, notamment de Belgique, pour travailler sur Marseille. Et donc ça a vraiment donné beaucoup d'essor. Et pour ceux qui étaient au départ une contrainte pour les réseaux, ils en ont fait un atout parce qu'ils se sont rendus compte de quelque chose, c'est qu'une main-d'œuvre qui ne vient pas du lieu où elle travaille est une main-d'œuvre beaucoup plus malléable. D'abord parce qu'elle n'a aucun repère et que si elle est interpellée, elle ne peut pas donner d'éléments d'identification des strates supérieures aux policiers. D'autre part parce que si on veut mettre un petit peu à l'amende pour x, y raison, on pourra y revenir tout à l'heure sur la manière dont on crée les dettes réelles ou fictives pour les personnes qui travaillent, eh ben, une personne qui n'est pas implantée localement, les sévices physiques qui vont parfois avoir lieu en pleine rue, ne vont pas créer d'émoi au niveau de la population locale. C'est-à-dire que si vous, voyez le fils de votre voisine violenté dans la rue, il y a une possibilité que vous interveniez. Quand on est sur quelqu'un qui vient d'une autre région, qui n'a aucune attache ici, le réseau fait suffisamment peur pour qu'on n'ait pas envie d'intervenir. Donc ça, c'est aussi une vraie possibilité. Et dernier atout de cette main-d'œuvre extérieure, c'est que n'ayant pas de repères, n'ayant pas de connaissances, elle va être beaucoup moins tentée de créer son propre business en parallèle ou à côté et de détourner la clientèle de ces réseaux. Donc c'est quand même des atouts qui sont vite venus assez flagrants pour qu'on investisse très largement et très fortement dans ce type de manœuvre. Alors je voulais quand même citer un chiffre. La procureure de Marseille nous avait expliqué que ici, 18% des condamnations sont liées au trafic de stupéfiants. Il faut savoir qu'à Lyon, c'est seulement 9%. Alors qu'est-ce qui se passe à Marseille? Et en comparution immédiate, j'évalue, sans avoir de chiffres précis, entre 40 et 60% les affaires liées aux stupéfiants. Donc on est vraiment sur une problématique majeure de la ville de Marseille. On est sur la ville de France qui a le plus de points de bulle. J'entendais tout à l'heure, vous disiez 120, je ne sais plus les chiffres que vous avez. L'année dernière. Donc, voilà. Alors, moi, j'étais sur 127 points de deal référencés. Avec, ça varie de semaine en semaine, des points de deal qui ferment, d'autres qui réouvrent, mais il y a quand même une persistance qui est quand même assez importante. Donc, par rapport au nombre d'habitants, c'est de très loin la ville où il y a le plus de points de vente. Pourquoi c'est difficile, c'est historique. Il y a plein de raisons, il faudrait rentrer sur un débat qui peut être très long, mais en tout cas, oui, Marseille est particulièrement impactée. Et autre chose qui alimente d'ailleurs ce phénomène de jobber, c'est que, et on vient à votre travail à vous aussi, c'est que comme on parle beaucoup de Marseille comme étant une ville capitale du narcotrafic, il y a aujourd'hui une sorte d'image d'Épinal qui existe, et au-delà de la simple volonté des jeunes qui viennent travailler pour des rémunérations très importantes, on parle quand même, si tout se passait bien dans un monde idéal, mais ça ne se passe jamais bien, de 8 à 9 000 euros par mois.
net, sans qualification, je pense que sans impôt, sans rien. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup aujourd'hui de débouchés professionnels, socio-professionnels qui existent avec ce taux de rémunération pour ces jeunes-là. Mais en dehors de ces simples critères économiques, je pense que le côté image d'Épinal de Marseille aujourd'hui fait que on a beaucoup de jeunes qui arrivent, comme ceux que vous avez dans votre enquête, qui arrivent. La première chose qu'ils font, bon, ils sont reçus à la gare, on vient les chercher à la gare, on les place dans l'hôtel, on les place sur le point de deal. Et la première chose qu'ils font, dès qu'ils ont un peu accumulé quelques revenus, voilà, ils font des photographies avec ici c'est Marseille bébé ou quelques phrases voilà, parce que ça fait partie de cette culture-là aussi, et en montrant les billets. Et si Graal absolu, on peut avoir en fond de cette même image ou ce même film un fourgon de CRS. Là, sur les réseaux, on est certain que c'est quelque chose qui va faire beaucoup de vues parce que c'est vraiment la carte postale de Marseille aujourd'hui. Donc du coup, c'est un cercle vicieux. Les réseaux s'auto-alimentent aussi de cette image-là, voilà, avec une capacité. On pourrait là aussi en parler longtemps, mais pendant très longtemps, le banditisme a toujours eu une image romantique à travers la culture. Il y a beaucoup de livres qui y sont consacrés, mais c'était un romantisme qui n'était pas accessible. Aujourd'hui, vous l'avez très bien décrit, venir à Marseille, on peut très vite se retrouver en très peu de temps. Alors, bien sûr, pas dans ce que j'estime être les bénéficiaires du trafic de stupéfiants, parce que même si on a un revenu lié à son travail, mais très vite monter des échelons assez rapidement et se retrouver à un poste de responsabilité avec beaucoup d'argent qui circule. Un point de vente, c'est juste pour mémoire, hein, c'est 80 000 euros par jour. Pour les gros. Ou pour les gros, mais voilà, ça monte à 115, les plus petits font 15 ou 20 000 euros. C'est quand même beaucoup d'argent à brasser pour des jeunes qui pour certains, n'en ont jamais vu des quantités aussi importantes. Voilà. Pour revenir au profil, nous on a parlé d'une jeunesse qui est sans diplôme et souvent en rupture de banc. Est-ce que ça correspond aux gens que vous avez vus passer en... Alors c'est très variable en fait, et c'est ce qui est peut-être ce qui interroge le plus. Il y a effectivement ce profil-là. Il faut savoir que pour beaucoup, c'est uniquement déclaratif. Moi, ça m'a fait sourire l'épisode de Clément. Ce n'est que déclaratif parce que ce sont des jeunes qui refusent la plupart du temps de donner les coordonnées de leur famille. Voilà. Pour des raisons qui leur appartiennent, ils veulent pas. Voilà. On a quand même, semble-t-il, dans les profils sur lesquels on a pu creuser, parce il y a certains quand même qui nous donnent quand même des éléments, beaucoup qui sont aussi issus d'autres cités du nord de la France. Les régions d'approvisionnement sont la région parisienne, la région héroltaise autour de Montpellier, et donc maintenant de manière beaucoup plus diffuse. Mais on a aussi des cas qui, pour nous interrogent. Je pense à un cas bien précis, un profil bien précis, un jeune homme qui travaillait dans le centre de la France, en manutentionnaire, qui avait un revenu confortable et qui a perdu son emploi, mais qui avait fait un crédit pour acheter une voiture qui lui plaisait et qui est venu à Marseille pour travailler dans les stupéfiants alors qu'il n'avait aucun lien avec les stupéfiants. Non. Je pense à un autre jeune qui nous a expliqué qu'il partait au sport d'hiver la semaine d'après et qu'il avait besoin d'argent pour pouvoir faire la fête pendant une semaine et qui est venu dans le trafic de stupéfiants à Marseille. Voilà, donc il y a vraiment toutes sortes de profils. Après, on a quand même ce profil prédominant, effectivement, de jeunes qui nous déclarent être sans attache familiale ou rejetés par la famille. Ok. Donc plutôt que de l'argent facile, c'est surtout de l'argent rapide qu'ils viennent chercher. Rapide et facile, ça, c'est quoi ? Facile pour moi, pour avoir une certaine connaissance de la réalité du terrain, c'est pas facile. C'est pas facile parce que une fois qu'on a mis le doigt dedans, et c'est tout le paradoxe. Pourquoi les réseaux créent des trous ? Différentes manières. Ce qu'on peut entendre dans les procédures, c'est que le réseau, bon, le premier jour ça se passe très bien, le deuxième jour ça va à peu près, puis au bout du troisième jour c'est tiens, ce soir il manque tant. Ça c'est facile à dire. 80 000 euros, vous imaginez à gérer 80 000 euros dans la journée, vous n'avez pas de formation comptable, vous n'avez pas de calculatrice ou voilà, tout c'est fait sur le téléphone. C'est très facile de faire croire qu'il y a un trou. Réel ou supposé, je ne sais pas. Mais il y a aussi, on nous a soulevé des cas où il était possible qu'il y ait eu des vols qui soient organisés par le réseau lui-même. C'est-à-dire qu'on vient voler le produit au revendeur pour lui créer une dette. On a même eu des cas où on nous a été rapporté le fait que des opérations de police étaient diligentées par le réseau, en fait, en quelque sorte, en donnant des renseignements, en disant « vous avez un vendeur là ». Et donc, forcément, un vendeur qui se fait interpeller et dont on saisit le produit a une dette vis-à-vis du réseau. Et pourquoi ils font ça ? Parce qu'on revient au point de départ, qui est le besoin de main-d'œuvre. Et en faisant ça, ils ont de la main-d'œuvre, gratuite qui plus est, pendant le reste du temps. Donc ça se termine quand même très souvent mal quand il n'y a pas une interpellation et qu'on finit devant le tribunal. Alors, on vous a vu plusieurs fois en audience, et puis vous êtes quelqu'un qui vous avez fait beaucoup de pédagogie, j'ai remarqué à l'audience, vous
tentez de leur expliquer un petit peu les risques. Certains, vous leur conseillez même de prendre le train, même s'ils n'ont pas d'argent pour un billet. Vous leur avez fait vraiment peur en leur disant, écoutez, moi, si vous restez là, c'est entre 4 murs ou entre 4 planches. En fait, il n'y a pas tellement de perspective. Est-ce que vous avez l'impression d'être entendu, compris, que ça porte, ou est-ce que vous videz la mer à la petite cuillère, en quelque sorte? Quand je vois ce que je n'ai pas, moi, mais vos retours de sortie d'audience à la sortie du tribunal, j'ai l'impression que non. Mais je pense que notre rôle, il est là. Déconstruire cette image un peu fantasmée de la participation au trafic de stupéfiants, rappeler les risques, rappeler la pénalité encourue, c'est quand même 10 ans d'emprisonnement, qu'on soit juste à crier hara ou que l'on soit à vendre des stupéfiants, ça s'appelle de la complicité ou de l'offre ou cession de stupéfiants, c'est 10 ans d'emprisonnement. C'est quand même pas rien. Ça fait partie, c'est un des délits les plus punis en France, la pénalité la plus haute encourue. Pourquoi? Parce que, je ne vais pas rappeler à Marseille ce que c'est, mais les risques pour la santé publique, les jeunes qui, et on a des exemples, parce qu'ils ont consommé très tôt, même des drogues qui sont considérées, je ne supporte pas ce mot de douce, mais comme de la résine de cannabis, mais qui se trouve aujourd'hui en hôpital psychiatrique pour des crises de schizophrénie. Tout ce qu'on voit aussi, nous, on doit leur rappeler ça. Et puis aussi par rapport à la sécurité publique et le nombre de morts, effectivement, qui touchent la cité marseillaise. Voilà. Donc notre rôle, il est là. Outre la sanction, souvent, il y a des peines avec sursis. On en parlait sur les premières sanctions. Il ne faut pas qu'il y ait ce sentiment que le passage au tribunal n'a été rien, juste une possibilité d'exposer certains mensonges, éventuellement. On n'est pas non plus complètement crédule quand on entend la même chose très souvent. Les vacances à Marseille, par exemple. Voilà, les vacances. Je suis venu passer des vacances à Marseille et qu'on arrive au train de midi et qu'à 14h, on est déjà cité de la Busserine. C'est que généralement, c'est pas quand même sur les guides touristiques, c'est pas la première destination qui proposait la Busserine. La Corniche est bien plus belle. Non, mais donc. Voilà. Qu'est-ce que vous faites quand vous les revoyez, je sais pas, par exemple 15 jours plus tard? Vous les reconnaissez déjà pour commencer? Oui, on les reconnaît. Déjà, on leur oppose un petit peu justement cette connaissance de ce qu'ils nous ont exposé la première fois. On a conscience quand même que ce côté malléable de la... Voilà, je pensais à ça parce que la réponse est souvent de dire... Qu'est-ce qui se passe? Vous m'avez libéré la dernière fois, effectivement, j'ai une peine d'emprisonnement avec sursis, et je suis ressorti, quand il a été interpellé, l'individu avait rien, généralement ils n'ont rien sur eux, un peu d'argent qui est saisi par la police, puis après par la juridiction. Donc ils disent je n'avais plus d'argent, je n'avais pas mes papiers, puisque mes papiers ils sont où? Ils sont dans le Airbnb qui est mis à ma disposition par le réseau. Donc c'est le réseau qui a mes papiers, qui a mes effets personnels. Donc ce que j'ai voulu avant de partir, c'est d'abord pouvoir payer mon billet. Donc des fois il y en a qui me disent je voulais payer mon billet, donc j'ai recommencé à travailler juste pour payer le billet. Mais bon, voilà. Soit j'ai voulu récupérer mes papiers, là ils m'ont mis la main dessus, soit tout simplement ils étaient à la sortie du tribunal. Voilà, ça ils nous l'expliquent. Donc c'est pour ça qu'on essaye de faire preuve d'imagination en décidant de peines qui permettent de s'assurer de la sortie de la personne de la cité phocéenne. Les interdictions de séjour, vous en avez parlé, donc on va dire c'est le grade 1 de la réponse. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut peut-être parfois, même sur des gens qui ont peu d'antécédents, directement aller sur une peine très contraignante. Donc une peine, je vais donner un exemple, par exemple, une peine de 8 mois de prison, aménagée immédiatement, donc on décide du bracelet, mais cet aménagement ne se met en place qu'à l'issue d'une période d'incarcération de 5 jours. Pourquoi ? On essaie de faire preuve d'imagination à notre tour. Ils ont beaucoup d'avance sur nous, le réseau de trafic de stupéfiants. Ils ont utilisé des drones bien avant que la police les utilise. Ils utilisent des moyens techniques qui sont largement surdimensionnés par rapport à ceux des forces de police aujourd'hui. Donc l'idée, c'est quoi? C'est qu'en fait, ce soit l'administration pénitentiaire qui amène la personne jusqu'à une prison dans le lieu de résidence habituel de l'individu pour éviter que le transport soit finalement à sa charge et qu'il en ait la responsabilité et pour qu'on lui mette le bracelet à cet endroit-là. C'est pas, oui, c'est une petite cuillère pour vider mais voilà, il faut continuer à utiliser la petite cuillère. Chaque coup de cuillère, à mon avis, est bon à prendre. Juste pour finir, vous nous parliez, il y a un moment clé, c'est quand ils sortent du tribunal, pour ceux qui sortent, et qui veulent récupérer leurs affaires, soit dans le Airbnb ou soit dans les hôtels, parce que c'est souvent là où en fait ils sont récupérés par les réseaux. C'est là le danger pour eux. Oui, c'est clairement là, oui. Encore une fois, ils n'ont aucun repère sur Marseille. Des fois, ils viennent à plusieurs. C'est assez fréquent qu'ils descendent d'une région à plusieurs. Il y a des filières d'approvisionnement. On n'en a pas parlé. Voilà. Tout ça, encore une fois, répond à une logique économique. Il y avait des petites annonces, donc comme en matière d'emploi, mais il y a aussi des recruteurs.
on a des filières, on a des personnes qui sont salariées dans certains départements de la région parisienne, 2 000 € par mois, uniquement pour faire la publicité des réseaux marseillais et pour venir travailler à Marseille. Pour faire les rabatteurs. Pour faire les rabatteurs, voilà. Vous avez entendu, Vincent Clergerie, le constat que tout le monde fait depuis quelques années, c'est que de plus en plus de monde vient travailler à Marseille, quelques jours, quelques semaines, quelques mois au mieux quand ça se passe bien, dans tous les points de deal que compte la ville. Effectivement, vous l'avez dit, mais aucune autre ville en France ne compte autant de points de deal. Les chiffres de l'OFAST, l'Office anti-stupéfiants, recensaient fin décembre 2022 127 points de deal, c'est le chiffre que vous avez avancé. Et récemment, la préfecture de police des Bouches-du-Rhône, qui pratique une politique de pilonnage assez systématique des réseaux, c'est-à-dire qu'elle envahit un point de deal pendant quelques heures, un petit peu pour stopper l'activité, a donné un dernier chiffre et elle affiche 70 points de deal. Donc elle affirme en avoir démantelé environ une cinquantaine. Il n'empêche, la manne financière est telle que l'activité continue et que les réseaux sont prêts à payer cher leurs employés. Un vendeur peut se faire donc jusqu'à 9 000 € par mois. Et quelque part, c'est un peu le prix du danger, puisque ces jeunes sont souvent en première ligne des fusillades entre clans rivaux, des fusillades qui ont fait 47 morts depuis le début de l'année en 2023 et plus de 110 blessés, selon les derniers chiffres du parquet de Marseille. Ça n'a échappé à personne à Marseille et même partout en France, tant ça a fait la une des journaux. Mais ces fusillades, vous avez vu que parfois elles sont sur les points de deal et qu'elles visent les personnes qui sont juste devant, c'est-à-dire les guetteurs, éventuellement les vendeurs, enfin en tout cas ce qu'on appelle ces petits jobbers. Mais parfois elles se déplacent hors des cités. Souvenez-vous, il y a eu au printemps dernier des fusillades dans le quartier de la Joliette. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand même assez près du Vieux-Port, enfin c'est pas très loin du centre-ville, et il y a eu 2 jeunes de 16 ans qui sont tombés sous les balles en fin de soirée sur un pas de porte comme ça dans la rue. Un risque qui oblige les gérants à augmenter leurs tarifs. Un magistrat nous confie qu'un guetteur peut être payé aujourd'hui 200 €. C'est le double de l'année dernière. C'est effectivement pour pallier à cette main-d'œuvre qui soit finie en prison ou au moins avec des peines de prison avec sursis, soit au pire entre 4 planches. Mais toujours est-il qu'il faut attirer, toujours renouveler la main-d'œuvre. Et le président du tribunal judiciaire de Marseille, Olivier Leurent, le résume d'ailleurs en ces termes. C'est une activité délinquantielle qui devient une économie à l'échelle nationale sur le plan du recrutement de la main-d'œuvre. Cela fonctionne aujourd'hui comme une agence d'intérim, un pôle emploi stup en fait. Ce qui est certain, selon tous les observateurs, c'est que l'activité c'est aussi très professionnalisé. On a parlé, par exemple, des drones, des tracks, des réseaux sociaux et de la bouche même des premiers intéressés, ces jeunes jobbers qui viennent d'un petit peu partout. Ils expliquent de façon assez cynique qu'en plus d'être mieux payés qu'ailleurs, c'est tout simplement beaucoup plus pro à Marseille. Chaque réseau a développé une stratégie de marque avec un packaging reconnaissable. Alors, je vous ai apporté ceux dont ils se sont inspirés, voilà. Bon, vous reconnaissez le petit package Schtroumpf. Vous avez vu que c'est assez bien fait, il y a des graphistes qui font ça. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a les petits Haribo, et puis on a H-Haze. Ça, c'est en référence à une marque de glace que vous connaissez sans doute, Häagen-Dazs. Voilà, donc beaucoup de créativité, vous le voyez. La fidélisation du client passe aussi par des cadeaux, comme un paquet de feuilles ou des jeux de grattage offerts. Et certains points de deal sont même visibles sur Google Maps, avec le nom de la cité référencée, comme un coffee shop ou un drive. Sur les points de deal, certains s'offrent même un petit luxe, c'est-à-dire de faire appel aux talents d'artistes, des graffeurs en l'occurrence, pour afficher leur implantation avec fierté, donc contre quelques centaines d'euros, parfois quelques milliers d'euros quand les fresques sont vraiment bien travaillées. Eh bien, ces artistes peuvent accepter le contrat. On leur donne éventuellement un nom, un logo, un code couleur et ensuite libre à leur créativité en fait. L'un d'entre eux que nous avions interrogé, mais sous couvert d'anonymat, dans notre enquête pour Society, nous avait expliqué la démarche. Ils nous disent, mais en fait, pour nous, l'essentiel, c'est que notre travail soit vu, que nos œuvres soient vues le plus possible. Donc finalement, que ce soit sur le Vieux-Port ou que ce soit sur un point de deal, qui sera très probablement filmé à la télé,
tout est possible en fait. Bref, c'est toute l'expérience client qui est désormais pensée de A à Z. Et ce professionnalisme, couplé à des tarifs plus élevés qu'ailleurs, exerce un attrait puissant sur des jeunes en quête d'argent et de risque. Maître Luc Fébraro, avocat pénaliste expérimenté, analyse le phénomène sans illusion et résume sans ironie. Quand vous voulez faire du show business, vous allez à Los Angeles. Et si vous voulez faire carrière dans le stup, vous venez faire vos gammes à Marseille. Il y en a malheureusement, vous l'avez bien compris, qui n'ont pas vraiment le temps de finir leur gamme et dont l'issue est assez tragique. Et c'est la police judiciaire qui comptabilise chaque année et qui analyse avec beaucoup d'inquiétude d'ailleurs les chiffres des actes violents qui sont commis contre les jobbers. Entre 2019 et 2021, le nombre d'agressions a augmenté d'une année sur l'autre de 160%. Entre 30 et 40% des victimes étaient mineures. Et en 2021, un quart d'entre elles étaient issues de la région parisienne. Sur les 4 dernières années, la PJ recense une dizaine d'exemples de représailles physiques relevant de la torture. La torture, justement, c'était l'objet d'un procès qui a eu lieu devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence au mois de septembre 2023. Des jeunes tortionnaires ont été jugés. Ils ont d'ailleurs écopé de peines qui peuvent être assez lourdes. C'est allé de 5 ans à 25 ans de réclusion. Les faits qui leur étaient reprochés sont terribles. C'était en août 2019, à la cité Félix Piat. C'était un jeune homme qui était venu de Chartres. Il avait lui aussi voulu tenter sa chance à Marseille. Pas très conscient des risques, visiblement. Il avait subtilisé du produit à un réseau et avait tenté d'aller dans une autre cité pour le revendre. Son aventure s'est donc mal terminée. Il a été arrêté, fouillé, frappé, ligoté sur une chaise. Il a été véritablement torturé toute la nuit avec des actes très très violents. Il a été brûlé à coups de cigarette, il a été brûlé à coups de chalumeau, y compris sur les parties génitales. Son calvaire a duré une nuit entière jusqu'à ce que des petits jeunes de la cité aient finalement pitié de lui et qu'au petit jour, ils décident de le libérer. Ils l'ont même déposé à moitié nu, à moitié inconscient d'ailleurs, devant l'hôpital européen dans le centre-ville de Marseille. Le jeune homme s'en est sorti vivant, mais durablement traumatisé. Des cas comme celui-ci, la juge des enfants, Laurence Bellon, en poste à Marseille, en a vu passer un certain nombre. À son arrivée, c'était des gamins brûlés dans des voitures, ce qu'on appelle de façon assez horrible les barbecues. Mais les représailles ont évolué. Les actes de torture et de barbarie ont changé de nature, et l'un de ces dossiers la hante encore. J'ai vu un gamin, le dos complètement lacéré de coups de couteau, un placard de cicatrices. C'était un film d'horreur, je m'en souviendrai toute ma vie. Face à ces violences qui sont extrêmes et que les jobbers découvrent au fil de l'eau, il n'est pas si rare, racontent les policiers, que certains appellent carrément le 17 pour venir se faire interpeller. En fait, pour eux, tous les moyens sont bons. Donc, ils peuvent aussi prendre le téléphone d'un client qui vient se ravitailler en voiture pour essayer de sortir de là. Et ils essayent aussi parfois de glisser discrètement à une voiture de police qu'ils ne seraient pas contre se faire interpeller. Il y a un moyen très simple, hein, c'est tout simplement de courir moins vite. Et puis, il y en a d'autres qui, malgré les violences, malgré les coups, arrivent quand même à s'échapper. Et il y en a qui se rendent d'eux-mêmes au commissariat. En fait, c'est pour se faire quasiment exfiltrer de Marseille en tant que victime. C'est pas pour autant qu'ils déposent plainte, parce qu'ils ont relativement peur. Et le jour où nous avions rencontré la procureure de Marseille, Dominique Laurence, qui vient de quitter ses fonctions, elle avait sous les yeux la synthèse de la nuit. Alors la synthèse, c'est la synthèse policière en fait des faits qui ont eu lieu pendant la nuit précédente. Bien évidemment, elle nous a donné aucun nom et aucun moyen d'identifier les victimes, mais elle nous a quand même relaté les faits. Alors, un petit jeune de 15 ans, venu de la région lyonnaise, se présente au commissariat avec des traces de coups au visage. Il a raconté aux policiers avoir été séquestré dans la série Calistée. Autre exemple, un jeune vendeur, 18 ans, venu de l'Hérault, accusé, lui, d'avoir laissé un trou dans sa caisse. Le gérant avait menacé de ne payer personne pour faire du vendeur un bouc émissaire aux yeux de tous les membres du réseau. Il a été amené dans la colline, déshabillé, filmé sur les réseaux sociaux. Revenu à la cité, ils se sont demandé s'ils le tuaient ou le maintenaient en vie. Ça s'est finalement joué à peu de choses. Le gérant a dit « On a sa voiture comme gage, on le garde en vie ». Ils ont brûlé sa voiture et l'ont finalement relâché. Pour nous raconter plus en détail, nous allons maintenant inviter notre deuxième témoin à monter sur scène. C'est maître Thomas Vartagnan. Bonsoir maître, asseyez-vous. Thomas Vartagnan, vous êtes avocat. Bonsoir. Oui. Marseillais, avocat depuis
10 ans. Des dossiers de stupes comme ça, avec des représailles violentes, vous en avez vu passer dans votre carrière ? J'en ai vu passer. Je suis énormément intervenu dans le cadre des permanences comparution immédiate au titre des commissions d'office, un peu moins ces derniers temps. Et j'ai vu à peu près tout le spectre qu'on pouvait voir. Alors jamais jusqu'à des faits d'actes de torture et de barbarie, ce genre de choses, jamais, mais dernièrement, j'ai reçu une famille d'un jeune homme qui avait été victime d'un règlement de compte. Voilà, c'est un spectre qui recouvre un grand nombre de réalités. Le trafic de stupéfiants à Marseille, c'est les jobbers, certes, c'est les guetteurs. C'est également encore peut-être plus bas dans l'échelle, ou à côté, c'est les nourrices, tout le système de nourrices. Ça peut aller les nourrices, peut-être expliquer en quelques mots. Expliquer, ça peut être basiquement une nourrice, c'est une personne qui possède un local, que ce soit son appartement, que ce soit son garage, que ce soit son véhicule parfois ou autre, et qui va être sollicitée de différentes façons, rémunérée parfois pas, pour conserver. Ça peut être du produit, ça peut être de l'argent, ça peut être du matériel, que ce soit de conditionnement, ça peut même être simplement de mettre à disposition un lieu clos et privé dans lequel des opérations vont être réalisées, que ce soit des opérations de comptage, de tenue de compte, de conditionnement, etc. Et des nourrices, vous avez autant la personne qui va le faire en connaissance de cause, vous pouvez avoir la personne qui le fait en connaissance de cause, type d'activité, tout comme vous pouvez avoir la personne totalement désocialisée, qu'elle habite à proximité immédiate du point ou pas du tout, et qui, par les nécessités ou par des nécessités qu'on va lui créer, va se retrouver à intervenir sur ça. Et puis après, vous pouvez monter dans la hiérarchie. Sur l'exemple des nourrices, un des cas les plus emblématiques que j'avais eu à défendre pour moi, qui m'avait le plus marqué, c'était une personne, je crois qu'il était âgé de la cinquantaine ou soixantaine d'années, personne nationalité espagnole, qui habitait depuis fort longtemps en France, mais c'était une personne qui, c'était un peu le grand brûlé des années 80, c'est-à-dire lui, c'est un ancien héroïnomane, et ça fait partie de ces survivants des années 80, qui a mal survécu, puisque comme tous ceux qui sont encore en vie pour le raconter, il était atteint à la fois du sida, de l'hépatite C, il avait développé en outre un cancer, c'était une personne très faible, et c'est une personne comme ça qui avait été sollicitée pour faire la nourrice. Et puis après, bien entendu, vous pouvez monter dans la hiérarchie, mais ça recouvre, c'est le terme d'économie parallèle, le terme d'économie, c'est pas une création, c'est pas une vue de l'esprit, c'est un constat. Vous avez une diversité de métiers, si on peut parler, d'activités qui est assez phénoménale. C'est quelque part la vie en filigrane, c'est la vie licite en filigrane. C'est finalement un phénomène qui se base sur les règles du capitalisme à l'extrême, si je comprends bien. Alors, mes lointains souvenirs d'économie politique me permettent de dire, en tout cas c'est une analyse que je fais de façon empirique, mais je pense que nous la partageons à des degrés divers, et j'entends dans la bouche de M. Clergerie des constats qui sont partagés par toutes les personnes qui ont à se pencher et qui ont envie de relater ça de façon fidèle, de leur point de vue certes, mais oui, c'est une économie capitaliste parce que, tout simplement, il y a un produit qui se vend, que ce soit licite ou pas, c'est un produit qui se vend, c'est un produit qui s'achète, c'est un produit qui génère des marges énormes. J'entendais encore hier sur France Culture, à propos, je crois, c'était du fentanyl ou de drogues qui sont fabriquées dans des laboratoires mexicains, avec des marges au sortir du pays producteur qui étaient déjà de l'ordre de 4000%. Alors, j'exagère peut-être, mais et arrivé aux États-Unis, c'est encore plus. Mais donc, il y a un produit à vendre, il y a une activité qui va se développer autour. C'est quelque part sur un continent qui est une économie libérale. C'est une activité commerciale, donc c'est une activité capitaliste, sauf à la différence, et c'est la question des dettes, c'est la question des règlements de compte, sauf qu'elle n'est pas régulée par les règles de droit qui, on va dire,
ont cours dans la vie de tous les jours. Encore une fois, dans la vie. Il y a un marché, mais sans régulation du marché, en fait, c'est ça ? C'est, je pense, et on peut tirer d'ailleurs des parallèles avec d'autres secteurs de l'économie, notamment des secteurs de l'économie que l'on constatait au XIXe siècle, par exemple. Il faut savoir que la prohibition du travail des enfants, par exemple, ça n'est pas quelque chose qui est allé de soi. Ce sont des lois sociales qui sont intervenues fin du XIXe siècle, parce que la tendance naturelle d'une économie industrielle, d'une industrie, ça a été constaté, notamment dans les pays anglo-saxons, que ça va être vers chercher de la main-d'œuvre. Les enfants, c'est pratique, c'est pas cher. C'est lorsque des lois ont dû intervenir pour réguler cela. Et en l'occurrence, dans le secteur de l'activité illicite, il n'y a pas de loi possible. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de loi envisageable à ce stade. Ce qui fait que vous avez cette économie qui génère énormément d'argent, énormément de marge, et qui n'a pas d'autorité qui s'imposera à tous. Justement, ce marché illicite, est-ce que vous pensez que les gens qui détiennent ces réseaux, est-ce qu'ils utilisent des moyens illicites uniquement parce que le marché est illicite ? Par exemple, le marché de l'alcool, voilà, oui. c'est je crois 15 milliards d'euros, et donc Pernod Ricard n'utilise pas des kalachnikovs quand il s'agit de prendre des parts de marché à un concurrent. Certes, mais en fait, ce que l'on constate sur le trafic de stupéfiants, y compris marseillais, c'est littéralement, à ceci près que la substance n'est pas la même, c'est littéralement ce que l'on constatait aux États-Unis pendant la période de la prohibition. Ce sont les mêmes mécanismes qui se mettent à l'œuvre, plus ou moins rapidement. Ça peut d'ailleurs commencer par un simple effet d'aubaine. Vous savez, il y a des cités marseillaises, et dans le paysage marseillais, il y a des personnes qui ont accueilli, on va dire, l'arrivée ou la démocratisation du cannabis comme étant quelque part un peu une bouffée d'oxygène, parce que ça revenait remplacer l'héroïne. Ça a généré, dans un premier temps d'ailleurs, beaucoup moins de troubles sociaux qu'à l'époque. Le cannabis, ça sera moins choquant de voir quelqu'un fumer dans un premier temps quelque part que de voir quelqu'un s'injecter de l'héroïne avec une seringue dans une cage d'escalier. Ça ne générera pas les mêmes, on va dire, troubles sociaux immédiats. Et après, tout le reste va se mettre en œuvre, puisque passé cet effet d'aubaine-là, des revenus sont générés. Les revenus, dans une économie comme la nôtre, ont tendance à tenter des personnes qui vont se lancer. Les moyens illicites font aussi partie du jeu, puisque forcément, vous n'allez pas déposer votre point de vente, vous n'allez pas le déposer au RCS. Vous n'allez pas un cabis et vous n'allez pas mettre une annonce légale pour annoncer une fusion. Pour revenir peut-être à cette main-d'œuvre vulnérable, on l'a bien compris, vous pensez que les jeunes à Marseille savent tous quels sont les risques inhérents à une participation à un trafic de stupes, et que c'est peut-être pour ça que les réseaux se retrouvaient à court de main-d'œuvre ? Dire, quand on habite dans un quartier, on connaît tout le monde, on sait qui fait quoi, on peut avoir entendu parler de quelqu'un qui a eu des représailles, qui les a subies. Alors, c'est une question complexe. D'abord, c'est pas parce que vous avez conscience qu'il y a des risques que vous allez vous priver de faire certaines choses. Parfois, l'alcool, c'est mal. Ça n'empêche pas les gens de boire. Hein. Ils se disent, c'est pas grave. C'est légal. C'est légal, certes, mais ça fait du mal quand même aux personnes. Néanmoins, les gens peuvent boire, peuvent consommer de l'alcool. Il faut qu'on dise à consommer avec modération. À consommer avec modération, etc. Bien entendu, mais justement, les jeunes ont parfois un idéal de transgression. En fait, c'est même inhérent au fait d'être jeune. C'est pas parce qu'on vous dit c'est dangereux, c'est pas parce qu'on vous dit ne le fais pas, que vous allez nécessairement pas le faire. Vous pouvez être jeune et penser que vous allez être au-delà de tout ça. Vous pouvez être jeune aussi, et là c'est peut-être plus grave ou plus triste, vous dire tant pis. Il faudra bien qu'il m'arrive quelque chose. Moi, j'ai des jeunes, on discute avec certains clients. Ils se disent ça ou autre chose, de toute façon. Okay. Pour moi, ça m'est égal. Et effectivement, alors, c'est pas parce que vous êtes déjà sur le secteur marseillais, parce qu'il ne faut pas croire non plus que toute la main-d'œuvre des réseaux a été remplacée par une main-d'œuvre qui vient de l'extérieur. Vous avez déjà des jeunes qui sont au courant. Il est vrai que dans certains quartiers, je pense que tout le monde est à peu près au courant de la façon dont ça fonctionne. On va dire, des codes sont intégrés. Alors certains vont s'en détourner, parce qu'après tout, c'est quand même rare. Moi, j'ai rarement constaté de cas où un jeune qui n'a pas de dette à l'extérieur, parce que les dettes peuvent se créer à l'extérieur du réseau, il y a des jeunes qui ne sombreront pas dedans. Encore heureux.
heureusement, et c'est d'ailleurs l'écrasante majorité. Mais oui, mais il est vrai que la main-d'œuvre locale, le problème, c'est que vous avez... ça peut générer des problèmes, ça peut générer des soucis, parce que déjà, basiquement, j'ai des clients, si leur mère les voit, si leur père les voit, s'ils viennent de familles cadrantes, ça va peut-être aussi les dissuader de le faire. Ils n'ont pas envie que quelqu'un les voit, que quelqu'un de la famille, que quelqu'un débarque. Et donc effectivement, pour les jeunes de l'extérieur, comme a bien rappelé M. Clergerie, c'est quand même plus facile. Vous pouvez faire ce que vous voulez d'eux à peu près. Il n'y a pas le cousin, il n'y a pas le père, il n'y a pas le grand frère, il n'y a pas le reste de la famille. Il n'y a peut-être pas le quartier d'à côté qui va venir débarquer pour vous demander des comptes, ou qui va débarquer voir des membres de votre famille pour demander des comptes. Pour continuer sur cette idée de mythologie marseillaise qu'on avait un petit peu abordée avec Vincent Clergerie, alors c'est quand même beaucoup d'illusions, parce que concrètement, se retrouver, je sais pas moi, en janvier, la nuit, à un horaire tardif, au pied de la cité, avec du Mistral et pas grand monde, est-ce que vraiment c'est ça l'Eldorado ? Absolument pas. Je vous avais répondu d'ailleurs, je crois, quand vous m'aviez posé la question pour le cadre de votre article. Il pleuvait à torrent ce matin. Je pense pas vraiment que le guetteur et le charbonneur de tel ou tel point stup se soit dit qu'il est en train de vivre à Miami la vie de Tony Montana. Voilà. Et c'est une réalité, parce que c'est une économie et il n'y a pas vraiment de fermeture, il n'y a pas vraiment de jours fériés. Les RTT probablement encore moins, et c'est du marche ou crève. Moi, on le voit d'ailleurs sur des écoutes, ce qui est amusant, mais lorsque les personnes se savent pas écouter et discutent entre elles, on touche une certaine forme de réalité qu'on touchera peut-être même pas quand ils viendront nous parler, ou dans le cadre d'entretien. Je me rappelle d'un dossier dans lequel les écoutes avaient été lues et où de 2 charbonneurs d'un réseau, on était le 1er janvier. C'était 9h du matin, aucun des deux ne se rappelait qui devait prendre qui devait prendre son tour, et de là une discussion s'était enclenchée en disant pour une fois c'est les patrons qui iront, ils verront ce que c'est de se peler le cul. Ce qui était tragique, c'est que les patrons en question étaient dans le box juste à côté d'eux lorsqu'on a lu les écoutes. Mais non, c'est de l'argent effectivement rapide. On vous demande pas de CV, on vous demande pas de qualification, on vous demande pas de passer diplôme, on ne vous demande même pas au début d'avoir de référence ou de connaître un tel ou un tel. Sur le côté facile, je pense qu'ils s'en aperçoivent très rapidement, juste ne serait-ce que pour ces contraintes-là, que ça n'est pas facile. Outre le fait que, oui, après, tout est payé. Le repas est payé, le paquet de clopes est payé, la barrette que tu te gardes pour toi est payée, ton hébergement, on peut aussi te le faire payer. C'est un peu comme la ruée vers l'or. Aux États-Unis, tout le monde y allait, il y avait de l'or à se faire. Ouais, sauf qu'en fait, arrivé au pied de la colline, on s'apercevait qu'il fallait tout acheter, que tout était très cher, donc on s'endettait auprès de personne, etc. C'est le même système. Alors oui, au début, il y a peut-être de l'or à se faire. C'est pas facile. C'est facile d'arriver au pied de la colline. Je pense que c'est assez dur d'y creuser, ne serait-ce que d'y creuser et de trouver quelque chose. Merci beaucoup, Maître Vartagnan, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je vous laisse vous rasseoir. On vous remercie. On va terminer avec juste quelques chiffres. Alors, en mars dernier, le ministre de l'Intérieur annonçait le démantèlement de près de 1000 points de deal en moins de 2 ans sur le territoire national. À Marseille, la préfecture de police des Bouches-du-Rhône affiche donc un dernier chiffre de 70 points de deal à l'intérieur de l'agglomération, autant de pôles emploi stup en moins selon la préfète de police des Bouches-du-Rhône. Malgré ces chiffres et ces efforts, la France demeure le premier consommateur de cannabis en Europe, un marché estimé à plus de 3 milliards d'euros. C'était Les Jobbers, ces petites mains des réseaux, une enquête de Chloé Triomphe et Joachim Barbier, en partenariat avec Society. Chaque mois, un ou une journaliste raconte sur scène une enquête inédite face à vous. Le mois prochain, nous nous intéresserons au business des crèches avec Daphné Gastaldi. L'occasion pour nous de fêter notre premier anniversaire, 1 an d'enquête sur scène, grâce à vous, alors merci. Ce podcast vous a plu ?
N'hésitez pas à parler de notre projet autour de vous et à nous attribuer des étoiles. Et n'oubliez pas, l'actualité se raconte aussi dans notre newsletter. L'inscription est gratuite depuis notre site mediavivant.fr. Le projet ne grandira pas sans vous, alors merci et à bientôt.